Bonjour à tous. Quand ils apprennent à jouer aux échecs, beaucoup de joueurs commencent par mémoriser quelques pièges d'ouverture et par se construire un répertoire d'ouverture facile à retenir. Ils se mettent à jouer énormément de parties en ligne pour s'entraîner, leur classement augmente rapidement, puis, assez vite, leur progression s'arrête d'un seul coup. Pourquoi stagne-t-on alors qu'on a l'impression de travailler beaucoup les échecs? Tout simplement parce qu'on ne s'entraîne pas de manière efficace. Et c'est vraiment compréhensible aujourd'hui. On ne sait plus où donner de la tête avec tous ces conseils sur YouTube et les autres réseaux sociaux. Parmi les conseils les plus répandus, beaucoup sont judicieux, mais plusieurs sont basés sur des croyances. J'ai décidé de publier plusieurs vidéos pour vous expliquer pourquoi ces croyances sont mauvaises si on recherche une vraie progression à long terme. Il sera aussi question des méthodes à adopter pour les surmonter. Aujourd'hui, je vais commencer par la croyance du débutant. Pour gagner aux échecs, je dois tendre des pièges. Bien sûr, ce n'est pas comme ça que réfléchissent les joueurs d'échecs quand ils sont un petit peu expérimentés. C'est ce que je vous expliquerai dans la deuxième partie de la vidéo. Mais ce serait un petit peu facile de mépriser ou de se moquer de ceux qui croient qu'on doit apprendre des pièges par cœur pour gagner. C'est la croyance qu'on a tous eue quand on a commencé à jouer. Qui n'a pas appris le mat du berger, par exemple? Le problème, c'est que cette approche est rendue très populaire par beaucoup de chaînes YouTube aujourd'hui, y compris des grosses chaînes. Il y a par exemple ce piège que tant de YouTubeurs présentent comme une solution radicale pour ceux qui veulent battre leurs potes en 7 coups. Il vous explique en gros que si vous avez les noirs contre la partie italienne qui est jouée à tous les niveaux et plus encore au niveau débutant, vous pouvez jouer cavalier D4 parce que les blancs ne vont pas résister à la tentation de prendre en E5 étant donné qu'ils créent une grosse menace en F7. Et là, la magie opère, vous n'avez qu'à jouer dame G5, vous attaquez le cavalier, les blancs vont forcément prendre en F7 pour faire une fourchette, et là, vous pouvez jouer dame prend G2 qui attaque la tour. Le seul moyen de la défendre, c'est de jouer tour F1 et vous n'avez plus qu'à jouer dame prend E4 échec, ce qui va forcer les blancs à jouer fou E2, sinon ils perdent la dame, si c'est la dame qui s'interpose. Et après fou E2, vous pouvez jouer le mat brillantissime cavalier F3, un magnifique mat à l'étouffer. Bien sûr, quand on débute, ça ressemble à une solution miracle. Mais on doit absolument abandonner cette façon de penser aux échecs, sinon on va vite plafonner. Pourquoi cette approche basée sur les pièges est-elle mauvaise? Parce qu'elle va nous apprendre à compter sur des erreurs de l'adversaire. Or, si notre adversaire joue correctement, on va juste se retrouver moins bien parce que pour tendre le piège, on a dégradé notre position. C'est justement le cas dans le piège qu'on vient de voir. Revenons au début. Après E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, le coup cavalier D4 est fondamentalement mauvais. Tout d'abord, il viole un des principes essentiels de l'ouverture qui consiste à ne pas jouer 2 fois de suite la même pièce, sauf quand on n'a pas le choix, évidemment. Et surtout, si les blancs connaissent ces principes de l'ouverture, précisément, ils savent qu'il ne faut pas courir après les pions dans l'ouverture et qu'il faut avant tout finir son développement et mettre son roi en sécurité. Ils vont donc jouer petit roc, par exemple, avec une bonne avance de développement. Ou alors, ils vont prendre en D4, parce qu'après E prend D4, leur pion E se retrouve débloqué, et ils gagnent en mobilité pour le milieu de jeu. Les blancs ont gagné de l'espace au centre, de la mobilité pour leur pion, et après petit roc et D3, ils finiront de sortir leurs pièces, et quand ils seront prêts à le faire dans de bonnes conditions, ils joueront F4, et les pions centraux se mettront en marche. Rien d'extraordinaire là-dedans, les blancs ont déjà un net avantage. Il est encore plus facile de comprendre pourquoi le coup du berger est un mauvais piège. Après E4, E5, fou C4, cavalier C6, si les blancs postent leur dame en F3 pour espérer mater en F7, alors on n'a qu'à interposer le cavalier en F6. C'est un coup que de toute façon on avait envie de jouer. Et la dame, en F3, gêne le cavalier, parce que le cavalier a naturellement envie de venir sur sa case la plus active. Bien sûr, si les blancs essayent de placer le coup du berger, non pas par dame F3, mais par dame H5, il suffit d'interposer le pion en G6, et la dame va devoir rebrousser chemin, sachant qu'elle n'a aucune case vraiment utile où elle pourrait aller. Un mauvais piège peut donc se retourner contre nous. Il y a plusieurs autres raisons pour lesquelles ce n'est pas une bonne approche de compter sur les pièges pour gagner.
Tout d'abord, cela risque de nous apprendre que la mémorisation est plus importante que la compréhension, ce qui est faux en ce qui concerne les échecs. Et puis, imaginons que je place quand même mon piège, qu'il fonctionne, et que je gagne. Qu'est-ce que j'aurais appris en jouant cette partie finalement? Je n'aurais absolument rien créé. Je vais maintenant apporter plusieurs nuances. Même si vous ne jouez pas ces mauvais pièges, je vous conseille quand même de les étudier et d'apprendre comment les contrer, parce que c'est toujours des connaissances utiles. Déjà, cela vous permettra de savoir comment réagir si vous les rencontrez. Mais ce n'est pas la seule raison. Je vous expliquerai ça à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer le piège d'un gambit qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux. Dans cette position, les noirs attaquent la tour. Donc, les blancs seraient tentés de la défendre par fou C3, mais il y aurait fou B4 avec un clouage du fou sur le roi. Le réflexe serait de protéger avec dame D2, mais après, fou prend C3. Si les blancs veulent garder leur tour, ils doivent reprendre de la dame, et c'est là que les noirs peuvent mater le roi par dame C1. Mais ce piège peut être facilement contré. Si les blancs jouent cavalier C3 au lieu de fou C3, ils ont juste une énorme avance de développement, et la dame noire va bientôt être attaquée par la tour. C'est une réfutation élémentaire. Mais il est bon de la connaître. Ça évite de se faire des frayeurs. Deuxième nuance. Si on joue un bon coup, et qu'au passage il tend un piège, alors il n'y a aucune raison de se priver. Je vais vous montrer un exemple. Dans le gambit de la dame refusée, après D4, D5, C4, E6, cavalier C3, cavalier F6, les blancs peuvent rentrer dans la variante d'échange et enchaîner par fou G5. Ce coup cloue le cavalier qui défend le pion. Par conséquent, ce pion est un petit peu sous pression. Et maintenant, les noirs peuvent choisir un ordre de coups malin. Ils peuvent commencer par cavalier BD7. Pourquoi est-ce malin? Parce que, de toute façon, ce cavalier, dans cette variante, arrive sur cette case. Et en voyant ce coup, les blancs pourraient croire que le pion D5 peut être pris, étant donné que la pièce qui le protège est clouée. Mais après, cavalier prend D5. Les noirs, en réalité, peuvent ignorer le clouage en prenant en D5. Ils viennent de gagner une pièce. Donc si les blancs veulent aller au bout de leur idée, ils doivent prendre la dame. Mais maintenant intervient fou B4 échec. Et cet échec ne peut être paré que d'une seule manière, par dame D2. Donc les blancs doivent rendre la dame. Ce qui est embêtant pour eux, c'est qu'après fou prend D2 échec, roi prend D2, les noirs peuvent encaisser le fou en D8, et ils restent tout simplement avec une pièce de plus. Donc ça, c'est un exemple de bon piège. Parce que notre coup cavalier BD7 était de toute façon logique. On a juste tendu un piège au passage. Donc finalement, si on veut réfléchir comme un joueur d'échecs, on ne doit plus compter sur les erreurs de l'adversaire. Sauf, évidemment, dans les positions où on est complètement foutu. Alors, quelle est la bonne approche? Comment, justement, réfléchir comme un joueur d'échecs? Eh bien, c'est assez simple. On doit apprendre à réutiliser ce qu'on a vu pendant nos entraînements, et ça même dans des positions différentes. Pour y arriver, il faut s'exercer à repérer certains schémas qui reviennent souvent. Le mat de Le Gall est un bon exemple de cette réutilisation des connaissances. Dans cette position, je constate plusieurs choses. Les noirs ne sont pas assez développés. Ils ont perdu des temps inutilement. La case F7 n'est pas assez défendue, elle n'est défendue que par le roi, et le monarque des noirs est bloqué par ses propres pièces en F8 et en D8. Et puis il y a le fou G4 qui n'est pas défendu. Je peux donc prendre en E5 en toute confiance, car je sais que ça gagne au moins un pion. En effet, si mon adversaire prend mon cavalier, alors je récupère le fou. Et s'il prend ma dame, c'est pire, car il y a mat en quelques coups après fou prend F7 échec, roi E7 seul coup, et maintenant cavalier D5 échec et mat. S'il est vraiment important de se familiariser avec le mat de Le Gall très tôt quand on commence à travailler les échecs, ce n'est pas pour le replacer à l'identique en espérant arriver exactement à la même position que celle qu'on a apprise, un petit peu comme pour les pièges dont je vous ai parlé juste avant. C'est pour réussir à voir, à repérer
quand ce schéma de maths sera réalisable dans des positions qui seront en apparence très différentes de celles qu'on a en mémoire. J'ai choisi un exemple pour que ce soit plus clair. Cette position est tirée d'une partie d'un élève. Je l'ai un petit peu simplifiée pour les besoins de l'exercice. À première vue, ça n'a rien à voir avec ce que je viens de vous montrer. Et pourtant, imaginons qu'on soit devant l'échiquier avec les noirs. Voilà comment on pourrait réfléchir dans les grandes lignes pour faire surgir de notre mémoire le souvenir du mat de Legal. Alors, j'ai envie de roquer ici pour mettre mon roi immédiatement en sécurité, mais il y a peut-être mieux à faire. Parce que son aile roi, à lui, n'est toujours pas développé, donc j'ai peut-être la possibilité de lancer une attaque avant que son roi ne se mette à l'abri. En plus, le roi, il est à l'étroit derrière ses pièces, et j'ai mon fou qui tape sur F2. C'est quand même thématique ça dans l'ouverture, ce talon d'Achille. J'ai mon cavalier en plus qui peut se joindre à une attaque éventuelle puisque la case D4 n'est contrôlée par personne. Ces ingrédients-là me font penser à quelque chose quand même. Si j'avais un cavalier en E4, on serait presque sur un mat de Legal, non ? Je pourrais me dire qu'après tout, je pourrais sacrifier la dame. Ah oui, mais le fou, il contrôle F2, donc ça va pas aller. Ah mais en fait, on s'en fiche parce que si le fou prend la dame, quand j'enlèverai mon cavalier, il ne protégera plus cette case. Donc, ça doit bien fonctionner. Étant donné que le fou n'est pas protégé, ça veut dire que si je prends tout de suite en E4, s'il prend mon cavalier, je peux récupérer le fou et j'ai gagné un pion. Et s'il prend la dame, normalement, le mat de Legal s'effectue. Je vous ai montré comment il fallait visualiser sans toucher nos pièces. Là aussi, c'est un des éléments essentiels de la progression aux échecs. Et maintenant, on va montrer la solution pour vérifier si elle est bonne ou pas. Donc, bien sûr, si j'ai le mat de Legal en mémoire, je vais jouer cavalier prend E4. Et à partir d'un certain niveau, on repérera immédiatement si le mat de Legal fonctionne ou pas dans cette position. Allons-y, cavalier prend E4. Si les blancs prennent le cavalier, que ce soit avec le pion ou avec le cavalier C3, alors dame prend H4, récupère la pièce, et au passage, on a gagné un pion. Très bien. Il faut donc regarder fou prend D8. Maintenant, effectivement, je peux jouer fou prend F2 échec. Et après roi E2, qui est le seul coup, mon cavalier peut bien aller sur la case D4 pour délivrer un échec et mat. Donc là, on a un exemple de transfert de connaissances vers une situation nouvelle. C'est la combinaison d'ingrédients précis qui m'a rappelé quelque chose que j'ai appris, et ce n'est pas une suite de coups donnés que j'ai juste retenu par cœur. Si on réfléchit comme ça, on est sur la bonne voie. On découvre alors ce que les joueurs d'échecs appellent les patterns, c'est-à-dire des types d'enchaînements typiques qu'on peut retrouver dans des positions très différentes à partir du moment où il y a certains critères qui sont réunis, certains ingrédients. Il faut faire attention cependant. Imaginons la même position, mais avec un cavalier en F3 au lieu d'une tour en C1. Et bien là, le mat de Legal ne fonctionne plus du tout. Parce que le cavalier F3 surveille le fou, mais il surveille aussi la case D4. Donc, à la fin de la variante, quand les noirs joueront cavalier D4, il n'y aura pas mat. Étant donné que les blancs pourront tout simplement parer l'échec en prenant en D4. Donc, apprendre à repérer des schémas de maths et apprendre à identifier les ingrédients qui le rendent possible, c'est une étape vraiment fondamentale dans la progression des joueurs d'échecs. Ne croyez pas qu'apprendre les patterns soit réservé à l'élite. C'est complètement faux. Quand on place un mat de l'escalier, quelque part, on reproduit un pattern qu'on a appris. Un des premiers. Quand on place un mat du couloir, c'est pareil. On pourrait citer aussi le mat de Boden et tant d'autres. Et finalement, même les pièges que je vous ai montrés au début de la vidéo comportent des motifs qu'il faut de toute façon connaître. Le piège de l'italienne repose sur un mat à l'étouffée, par exemple. Rien que pour ça, c'est déjà utile de le connaître, même si on ne doit pas chercher à placer ce piège. J'ai commencé une playlist sur ces schémas de maths, je vous y renvoie si vous voulez approfondir et vous exercer. Parce qu'il faudra vraiment multiplier les exercices pour automatiser le repérage de ces motifs.
Vous l'avez compris, cela va beaucoup plus loin que la simple mémorisation. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir énormément de ressources disponibles pour s'entraîner. Plusieurs livres récapitulent les différents schémas de maths, par exemple l'excellente série Vive les échecs qui comporte pas mal d'exercices. Vous en trouverez plus encore dans le magazine Échecs et Maths Junior. Tous les numéros sont disponibles en ligne sur le site de la Fédération française des échecs, et cela gratuitement. Plusieurs sont spécialement consacrés aux patterns dont j'ai parlé, avec des exemples analysés en profondeur et une bonne progressivité de la difficulté au niveau des exercices. Et puis il y a les sites d'entraînement et de jeux en ligne. Mon préféré, pour travailler les motifs de maths dont je vous ai parlé, ce n'est pas Lichess, ce n'est pas chess.com, c'est Chess Tempo. Je vous explique comment ça marche. Vous vous créez un compte gratuit sur Chess Tempo. Puis, vous allez dans Entraînement, Problèmes tactiques, et là, vous allez cliquer sur Changer l'ensemble et aller dans Motifs, Motifs de maths, ce qui va vous donner toute la liste des maths disponibles, donc tous les schémas de maths qui existent. Et là, vous allez pouvoir vous entraîner en sélectionnant le niveau de difficulté que vous souhaitez. Donc ça, c'est très précieux. Et vous lancez la série. Donc là, un maths d'Anastasie. Très facile. Et on répète jusqu'à ce qu'on maîtrise le maths d'Anastasie, par exemple. Au début, ça va nous prendre un peu de temps. Et puis, ça va devenir automatique. Quand vous trouverez le maths en quelques secondes, c'est que ce sera automatisé. Ce que je vous conseille pour vraiment consolider cet apprentissage, c'est de revenir sur ces séries, d'abord à un intervalle assez court, je dirais une semaine. Vous refaites des séries sur les motifs tactiques en question, puis une fois que vous avez l'impression que c'est bon, vous avez compris et que c'est automatisé, revenez-y encore un petit peu plus tard, par exemple 30 jours plus tard. Et si vous faites ça régulièrement, ça va consolider ce que vous avez appris. Ça, c'est ce que les spécialistes des apprentissages ont démontré depuis longtemps. Et comme ça, vous progresserez petit à petit. Vous pouvez bien sûr vous entraîner aussi avec Lichess. Pour ça, il suffit de vous rendre dans les problèmes, de cliquer sur Thème des problèmes, et dans le menu déroulant, vous allez jusqu'aux maths, et là, vous allez obtenir la liste des différents maths que vous pouvez étudier. Avec les milliers d'exercices qu'il propose, vous en avez pour un moment. Donc là, on voit le maths d'Anastasie, par exemple, le maths du couloir, le maths de Boden, etc. Je suis sûr que ces ressources vous aideront à progresser. N'hésitez pas à soutenir ma chaîne si mon travail vous semble utile. Donc mettez des pouces, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt.